Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi il faut réensauvager les fermes pédagogiques. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut réensauvager les fermes pédagogiques et les fermes d'animation en France. Mais avant toute chose, je voulais vous demander un service. Si vous aimez ces vidéos et si vous aimez ce que je propose, eh bien s'il vous plaît, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche des notifications sur YouTube. Et si vous m'écoutez sur un podcast, eh bien je vous invite à mettre une super évaluation et à vous abonner. Aujourd'hui, pour l'actu du jour, je vais vous emmener sur mon écran d'ordinateur puisque je voulais vous partager à quoi ressemblent les plans de la future vallée de Bébu. Dans mon actu du jour, je voulais vous montrer comment j'utilise Google Earth pour planifier les plans de la future vallée de Bébu, donc du futur sanctuaire animalier que je suis en train de créer directement chez moi. Donc bienvenue dans le lieu-dit La Pouillette, dans lequel est implanté le centre de formation des entrepreneurs animaliers et mon habitation et le futur sanctuaire. La maison se situe ici, c'est tout ce corps de ferme que vous voyez là. Nous sommes mitoyens dos à dos avec une autre ancienne bâtisse dans laquelle vit une dame. Et donc voici une partie du jardin. Donc ça c'est le jardin qui est clôturé. On a un peu plus de 3000 m² clôturés dans lequel vous avez ici, déjà une plantation d'arbres fruitiers. C'est la première chose que j'ai fait en arrivant ici. Le but étant de créer une forêt jardin qui va bloquer un petit peu le vent d'ouest qui vient par ici et qui va aussi bloquer la vue des curieux. Ici, je suis en train d'implanter un potager qui va être sous forme de mandala. Vous avez peut-être vu une vidéo tournée sur le sujet. Alors, je suis en train d'expérimenter des choses. Pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais ça devrait bientôt arriver. Et j'ai planté tout un tas de petits arbustes par ici pour continuer à bloquer tout ça. Si on zoome un petit peu sur cette partie-là, je suis en train d'implanter tout l'espace poulailler et volière. Le sanctuaire animalier, il a pour but de recueillir des animaux de réforme ou des animaux qui ont été saisis par la justice ou qui ont besoin d'un refuge permanent. Donc en premier lieu, on va avoir des animaux de basse-cour. Donc je vais créer ici un poulailler complètement fermé. Fermé dans le sens où il va y avoir une partie couverte sous volière et ensuite une partie de parcours grillagé mais sans volière. Le but de la volière est que ici on est dans le sud-ouest, on a beaucoup de phases de grippe aviaire qui sont très contraignantes et je ne voudrais pas qu'on soit obligé d'euthanasier les animaux par décision administrative en cas d'épidémie ou de reprise épidémique. Et donc le fait de pouvoir confiner les poules, c'était un préalable important pour moi. Juste à côté, je vais y implanter une autre volière pour des oiseaux exotiques. Donc pas des oiseaux qu'on va acheter ou qu'on va collectionner, surtout pas, mais des oiseaux qu'on va pouvoir recueillir d'abandon, des oiseaux qui auraient été saisis et qui auraient besoin. Vous avez ici l'entrée du centre de formation et vous avez une partie de mon habitation qui est par là, avec un petit hangar ici. Cette partie pour le moment est pas trop travaillée et on arrive sur la limite, là où il y a ma souris, c'est la limite du terrain clôturé. Alors vous vous en rendez pas compte ici, mais on est sur un flanc de colline et je vais vous montrer tout de suite qu'on est sur un flanc de colline. Voilà, si on se met en vue 3D, vous voyez que vous comprenez mieux l'objectif de se cacher du vent, puisque voilà, on a le vent qui arrive de l'ouest et qui souffle assez fort en général. Par contre, l'avantage, c'est que le nord qui est ici, tous les vents du nord sont bloqués par la maison d'à côté. Donc on est bien protégé sur le jardin et sur le potager. Si vous vous mettez dans cette position-là, vous vous rendez compte très rapidement que le terrain est très en pente, ce qui est un inconvénient en termes de qualité des pâtures, mais qui donne tout son charme à la vallée, d'où le fait qu'on l'a appelée la vallée de Bébu. Et si vous dézoomez un petit peu, vous comprenez mieux pourquoi on appelle ça une vallée. Avec tout le cours d'eau que vous découvrez ici où il y a ma souris, qui est en fait le cours d'eau qui résulte d'une source qui naît
d'un petit ruisseau qui naît sur ce terrain et qui est caché par ici. Donc on a la chance d'avoir une source intarissable donc, qui coule toute l'année. La forêt qui est ici ne m'appartient pas, du moins pour le moment. Donc pour le moment c'est une zone tampon. J'y fais beaucoup de balades, mais pour le moment voilà, je n'en suis pas le propriétaire. Alors je voulais vous montrer dans cette vidéo non pas ce qui est intéressant, c'est pas forcément les plans en eux-mêmes, mais c'est de vous donner l'astuce d'utiliser Google Earth pour faire vos plans, parce que Google Earth a c'est très pratique parce que vous pouvez à la fois prendre des mesures, créer des formes et commencer à designer tout ça. Alors je vous montre ce que ça ne sera pas. À la base, j'avais réfléchi à faire un terrain comme celui-ci. Les zones en orange étant 2 pâtures et le blanc étant le parcours qu'on peut utiliser pour se balader. Alors sur le papier c'est très sympa, mais si on remet en format 3D, cette montée là, elle est ok puisque c'est une allée qui est prévue, mais celle-ci elle est vraiment épuisante. Cette montée est vraiment trop fatigante. Accessoirement, ça m'obligeait aussi à créer 2 lignes de clôture pour créer une allée au milieu. Et comme chacun sait, la clôture, ça coûte cher. Alors du coup, on est parti sur une deuxième option qui était celle-ci. Alors là, je me suis inspiré des Paddock Paradise. Donc les Paddock Paradise, c'est un concept qui vise à faire des paddocks pour les équidés, non pas sous forme de rectangle comme ce que vous voyez en intérieur, mais sous forme de parcours où il y a beaucoup de marches. Ça, c'est très pratique parce que ça permet aux chevaux ou aux équidés de se dépenser. Et puis après, on a des pâtures au milieu. Bon, le hic avec tout ça, c'est que ça coûte 2 fois plus cher en clôture parce qu'on doit dédoubler à chaque fois le nombre de poteaux, le nombre de piquets et le nombre de fils. Donc c'est pareil, c'est une option que j'ai abandonnée assez rapidement, malheureusement, même si ça aurait été une idée qui me plaisait bien. Et donc les plans futurs de la vallée de Bébu, ce sera ça. Donc vous avez ici un corridor qui permet de sortir de la grange. Les animaux vont pouvoir dormir dans la grange qui est ici. Ils pourront rentrer et sortir quand ils le souhaitent avec un corridor donc de clôture. Et j'ai installé 3 zones qui sont mitoyennes et avec des jeux de va-et-vient de fils qu'on pourra ouvrir, fermer. Ils pourront avoir accès soit à cette partie, soit à cette partie, soit à cette partie. Alors, pour le fun, je me suis amusé à donner des noms à chaque partie parce que j'avais pas envie de dire le pré-nord, le pré-sud, etc. Donc, si on regarde un petit peu, ici, on est sur la partie haute du terrain. Donc, je l'ai appelé le Mirador. C'est vraiment la partie où on observe le mieux toute la vallée. C'est très beau, c'est très beau. Donc, on l'a appelé le Mirador. C'est pas une zone qui est très grande, elle fait 3000 mètres carrés. Vous avez ici la zone qui est exposée au vent et qui est plein nord. On l'a appelé vers l'infini parce que quand on se positionne ici, on a une vue quasi infinie sur tout le reste de la vallée. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est pas voilà, on voit vraiment comme ça. Et puis ensuite, vous avez cette partie-là qui est le bord du chemin, puisqu'ici il y a un chemin qui longe et qui nous permet d'aller à la source et d'aller à l'étang. Et donc voilà, ce sera le pré-bord du chemin. Alors du coup, je me suis pas basé sur un concept de Paddock Paradise, je me suis basé plutôt sur les prés tournantes, donc les pâtures tournantes. Normalement, un équidé, un cheval de taille normale, on va dire, a besoin d'1 hectare. Vous vous rendez compte que si on additionne les 3 parties, on est à peu près sur 1,2 hectare. Donc ça, si on mettait 2 chevaux, on serait pas bon en termes de superficie. Mais l'objectif là, c'est d'alterner. Voilà, très rapidement, 2-3 jours, 2-3 jours, 2-3 jours, et donc de permettre à l'herbe de se régénérer. Ou alors parfois une semaine maximum, par exemple, 5-6 jours. Les parties qui sont en orange, ce sont des zones où on va travailler les clôtures différemment. Donc par souci d'économie, j'ai mis, je vais mettre que du fil électrique parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher que le grillage. On est en pleine crise des matériaux, des matières premières, et tout a augmenté énormément.
Donc je me suis rabattu sur de la clôture électrique. C'est pas très esthétique à mon goût. Je trouve que c'est pas génial en termes de pédagogie. Mais du coup, pour compenser ça, j'ai créé des zones d'observation dans lesquelles, vous voyez ici, on a quand même beaucoup de place. On se rend pas compte, mais c'est un sacré espace ici. Et on va y mettre des clôtures un peu plus sympas, avec un peu plus de bois, un peu plus de moyens d'observer en toute sécurité. Je vais en mettre un ici aussi. L'important, c'était de pouvoir circuler autour. Donc, vous allez pouvoir partir du chemin blanc qui est ici, faire tout le tour du terrain, et donc faire le tour des pâtures. Voilà, on pourra malheureusement pas passer à travers, en tout cas sauf si on rentre dans la pâture. C'était vraiment quelque chose que je voulais à la base, c'était qu'on puisse tourner autour de chaque pâture, mais ça oblige à créer plus de clôtures, plus de fils, plus de passages, donc plus de complications. Ici, on a un point de passage un peu compliqué puisqu'il faut que les gens puissent traverser le corridor. Donc, on va faire un système de portes en zigzag qui fait que les chevaux, les équidés peuvent pas passer, mais que les humains peuvent passer. Donc, avec un petit panneau, attention en traversant, ne traverser que si y a pas de zone de danger. Et alors, vous voyez qu'il y a une très très grosse partie. En fait, le terrain s'arrête à peu près là où il y a ma souris, là. Il y a un peu plus d'1,5 hectare que je n'ai pas du tout touché. Donc ça, c'est ma zone d'herbage, de foin, sur lesquels je ne veux pas que les animaux viennent pâturer. Sauf éventuellement ce petit rectangle-là, où on pourrait éventuellement de temps en temps y mettre quelques chèvres ou quelques moutons. Ça permet d'éviter que la forêt prenne trop de terrain. Puisque les chênes poussent très rapidement, en tout cas les pousses arrivent vite, les ronces aussi, donc voilà, mettre quelques animaux. Mais tout ça est fait de telle manière à ce qu'on puisse faire venir un tracteur et faire faucher tout ça, voilà, pour avoir du foin pour l'hiver. Et puis c'est la fameuse zone 5 dont vous allez entendre parler juste après. Dans mon thème sur le réensauvagement, c'était une zone qui était c'était un sujet qui était important pour moi, c'était de laisser un peu de place aussi à la nature, lui laisser tous les moyens de s'exprimer. Alors, avec un bémol, c'est qu'ici, on va quand même transformer un peu cette zone-là, qui est une zone un peu marécageuse puisqu'il y a le cours d'eau. Et donc ici, il va y avoir une petite retenue d'eau et on va creuser un peu plus des canaux pour avoir un accès à l'eau plus important. Voilà, donc c'était un petit peu mon actu du jour, c'était vous montrer à quoi vont ressembler les futures pâtures de la vallée de Bébu. Je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo à quoi ressemblent les volières, à quoi vont ressembler les volières et puis les différents espaces de la petite partie du petit jardin. Et puis bien sûr, dès que ce sera prêt, vous verrez en réel ce que ça donne. Je vous invite, si vous avez un projet qui s'y apparente, en tout cas si vous êtes en pleine création, eh bien pensez à Google Earth parce que c'est quand même assez pratique. Et donc l'outil qui est quand même génial pour ça, c'est le mesure de distance et de surface. Moi, ça m'a permis de calculer toutes les clôtures dont j'ai besoin, le nombre de piquets, le nombre de clôtures, etc. Plutôt que d'aller sur le terrain et de faire des grands pas et de compter. Donc vous prenez un point, vous allez jusqu'à un autre, vous faites les formes que vous voulez, vous fermez votre forme, ça vous dit quel est votre périmètre et ça vous dit quelle est la zone en mètres carrés. Moi, ça m'a permis de calculer le nombre de fils et le nombre de piquets pour tout ce qui est en jaune et de calculer les surfaces pour savoir si c'était suffisant pour mes animaux. Voilà pour l'astuce. On va enfin pouvoir commencer à parler de cette question du réensauvagement des fermes pédagogiques. Alors je pense que vous connaissez ma tête par cœur, alors plutôt que de parler face à vous pendant 5 minutes, eh bien je vais vous emmener dans les bois en promenade. Quand on parle d'une ferme pédagogique, on pense facilement à un lieu situé en zone urbaine ou périurbaine et qui vise à participer à l'éducation des citadins à travers la vie à la ferme. Les fermes d'animation, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de vocation agricole, en sont les représentantes les plus typiques. Les fermes de production ouvertes au public étant plus répandues en campagne. Les sujets sont nombreux. Découverte des espèces animales vivant à la ferme, alimentation, jardinage. On parle beaucoup de culture. Mais il existe un parent pauvre de tout ça, la nature. Alors bien sûr que la nature est partout. Les plantes, les animaux, ils font partie de la nature. Mais tout est façonné, paysagé, contrôlé, maîtrisé. Le risque, c'est l'artificialisation du lieu
au point où la nature libre, la nature spontanée, la nature locale disparaît au profit des allées, des carrés potagers bien rangés, des espaces de vie surpâturés et bien rectilignes. Et ce risque est d'autant plus élevé en ferme urbaine ou périurbaine pour une raison que l'on comprend bien, on manque de place. On manque de place et on veut que le visiteur voit un maximum de choses dans peu d'espace. Alors quels avantages pour le visiteur ? Eh bien, c'est d'abord de lui donner une représentation réelle du monde des fermes et de la ruralité. Je ne connais pas une seule ferme où il n'y a pas des friches, des zones non tondues, des endroits où les animaux sauvages peuvent nicher, couver, chasser parfois, vivre tout simplement. Des zones où on laisse aux mauvaises herbes le droit d'exister, aux taupes le droit de creuser. Les lisières des forêts ne sont jamais bien propres ni rectilignes. Les ronces barrent le passage. De vieux arbres morts pourrissent sur place et les insectes s'en délectent. Les promeneurs en sandales sentent les orties leur piquer les chevilles. Eh bien, tout ça fait partie de la vie. Et les visiteurs, les enfants, mais pas que, méritent de découvrir cette facette. Quand on met en place un projet éducatif à travers une ferme pédagogique, les animaux de la faune sauvage devraient faire partie du projet pédagogique. Peut-être pas autant que les animaux de la ferme, je ne sais pas, mais au moins avoir une place. C'est ce qu'on appelle parfois la nature en ville. L'avantage dans tout ça, c'est que vous réduisez la sensation que le lieu est une boîte hermétique. Vous atténuez la frontière. Mais bien sûr, ça ne se fait pas n'importe comment et ce n'est pas toujours facile. La méthode idéale, ce serait de s'inspirer des méthodes de zonage en permaculture, de s'inspirer de la permaculture tout court d'ailleurs. Les permaculteurs parlent très souvent de la zone 5, la zone 0 étant la ferme, la zone 1 étant la zone très proche, et plus on monte en chiffres, plus on s'éloigne des zones de passage les plus courants. La zone 5 est une zone laissée à la nature. On n'y apporte aucune modification. C'est notre zone témoin ou notre zone d'observation. Alors attention, je ne parle pas d'une zone interdite. Vous pouvez tout à fait permettre la promenade et même y glisser un peu de pédagogie. Mais c'est le territoire de la nature. Si vous avez l'espace pour imiter la permaculture, alors n'hésitez plus. Il n'y a presque que des avantages. Ceci étant dit, les mètres carrés sont rares, j'en suis bien conscient. Mais ce n'est pas grave, parce que quand vous avez compris la logique, la philosophie, vous pouvez l'appliquer avec les moyens du bord. Une simple zone que vous pouvez laisser pousser sans la tondre, un lierre que vous laissez déborder, quelques orties en lisière. Ce sont de toutes petites victoires pour Mère Nature que vous pouvez vous permettre de lui céder. Et si la zone 5 n'est pas sur votre terrain, mais derrière la fâcheuse clôture au-delà de laquelle vous ne pouvez rien faire, alors créez des zones d'observation. Faites lever les yeux. Les panneaux pédagogiques peuvent inviter à s'intéresser à l'extérieur. Les oiseaux sauvages, les hérissons, le ciel, les arbres. Il n'y a pas que des ânes et des cochons chez vous, j'en suis sûr. Pour finir, je voudrais vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, je suis allé visiter une ferme pédagogique en Île-de-France en pleine semaine. C'était désert. Personne pour m'accueillir. J'ai mis 3 € dans une tirelire à l'entrée et j'ai dû m'auto-guider. La moitié du jardin était en friche. Des planches de culture envahies par les pissenlits, des orties dans les allées. Franchement, j'ai détesté. Mais je n'ai pas détesté parce que la nature reprenait ses droits. J'ai détesté parce que je voyais bien qu'il s'agissait de négligence et non de pédagogie. Alors si vous créez des zones de réensauvagement, ce que je vous invite à faire, n'oubliez surtout pas d'éduquer autour de ça, d'expliquer, de sensibiliser et de donner envie de s'y intéresser. Sinon, vous aurez tout à fait ça pour de bonnes raisons, mais vos publics ne comprendront pas. Voilà, c'est tout pour le sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. Je passe à mon astuce du jour. Eh bien, c'est le colloque des fermes pédagogiques qui s'est tenu en 2021.
Donc vous avez peut-être loupé cet événement, et bien on a mis en place un système de replay. Alors je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Alors c'est un accès qui est payant et on vous explique dans la page pourquoi est-ce que l'accès est payant. Ça permet de rémunérer toutes les personnes qui ont collaboré au projet, puisque c'est un projet qui a mis en place plusieurs partenaires, dont les entrepreneurs animaliers. Vous verrez, alors c'est un peu moins de 20 €, donc c'est quand même accessible, et ça vous donne accès à plus de 7 heures de conférences sur la thématique des fermes pédagogiques, mais on va bien au-delà des fermes pédagogiques puisqu'on parle de l'éducation à l'environnement, on parle de l'enfance, on parle des personnes fragilisées, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser, donc je me permets de vous en faire la promotion aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous le répète, s'il vous plaît, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.